À cause de sa petite taille, il effrayait les gens. Quand il allait au supermarché, les employés faisaient souvent semblant de ne pas le voir. Les enfants qui se moquèrent de lui l'appelaient l'un des 7 nains, et les adultes le regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité. Ce jour-là, un bruit inattendu brisa le silence. Finbar s'approcha pour voir ce qui se passait et découvrit que son unique parent était mort. Il lui avait laissé un demi-hectare de terre en héritage. L'avocat l'avertit que l'endroit était isolé et qu'il n'y avait rien de valeur. Mais pour Finbar, c'était exactement ce dont il avait besoin. Bien que le chemin fût long, il décida de ne pas prendre le train. Il voulait éviter les regards et les questions. Il marcha donc pendant des heures, suivant les voies ferrées. Lorsqu'il arriva enfin, il ouvrit un cadenas rouillé et poussa la porte de ce qui était désormais sa maison. À l'intérieur, tout était couvert de poussière, sans eau, sans électricité. Il souleva un vieux drap sur le canapé et se rendit compte que c'était le seul endroit où il pouvait dormir. C'était humble, inconfortable, mais pour la première fois, il avait un lieu rien que pour lui. Le lendemain, il demanda au propriétaire du stand de nourriture en face de la gare où se trouvait le magasin le plus proche, mais en chemin, il faillit être renversé. Une voiture perdit le contrôle et zigzaga vers lui. Heureusement, Timba réagit vite et se jeta entre les arbres. La conductrice descendit de la voiture, tremblante, et s'excusa encore et encore, proposant de l'emmener à sa destination. Timba refusa son aide. Sa taille éveilla la curiosité du vendeur du magasin. Pendant qu'il choisissait une boisson, l'homme sortit discrètement un appareil photo et lui prit une photo. Timba n'en eut aucune réaction. Il y était habitué. Il acheta quelques articles et sur le chemin du retour rencontra à nouveau cette femme. Elle conduisait avec un café à la main, en renversa sur elle-même et perdit encore une fois le contrôle du véhicule. Timba resta paralysé, pensant qu'elle le faisait exprès. Elle s'excusa maladroitement. Il ne dit rien. Il s'éloigna simplement d'un geste sec. La femme, confuse, s'en alla sans savoir quoi penser. Finbar, en revanche, se rendit à la gare où il rencontra Joe. Joe l'invita à prendre quelque chose, mais Finbar refusa. Il semblait apprécier sa solitude, peut-être par habitude, peut-être par peur de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Ce soir-là, alors qu'il lisait en silence, on frappa à sa porte. C'était la même femme. Elle se présenta comme Olivia. Elle apportait une bouteille que Joe lui avait envoyée. Finbar l'accepta. Ils trinquèrent et burent un peu. Elle lui demanda pourquoi il était venu à cet endroit. Finbar lui raconta son histoire. Puis Olivia parla de son fils, mort 2 ans plus tôt. Finbar ne sut quoi répondre. Peu après, elle s'endormit sur le canapé, épuisée. Le lendemain matin, elle essaya de partir sans qu'il la voie, pour éviter les gênes. Mais Joe la vit sortir, et elle, honteuse, monta précipitamment dans sa voiture. Cette nuit-là, Finbar dormit dans la baignoire. En pliant les couvertures à l'aube, on frappa à sa porte. C'était Joe, avec une tasse de café à la main. Il voulait savoir comment s'était passée la nuit précédente. Joe admirait Finbar. Il disait qu'il avait réussi quelque chose que lui-même essayait depuis des mois, sans succès. Pendant qu'il parlait, le téléphone d'Olivia sonna. Joe pensa qu'il l'avait laissé là exprès. Il le donna à Finbar, qui décida de le rendre. Il demande son adresse. Il alla jusqu'à sa maison et laissa